Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, nous allons rentrer dans cette période de nouvelle lune dans quelques heures, parce que c'est dans la nuit suivante que va se produire cette nouvelle lune. Nouvelle lune en Sagittaire, à quelques encablures du solstice d'hiver, donc un moment qui est hyper intéressant parce qu'il vient appuyer sur deux choses. Tu sais que quand on est en nouvelle lune, en temps de nouvelle lune, justement, la lune n'est pas éclairée par le soleil la nuit. Donc il n'y a pas de lune visible à l'extérieur. Et le temps du solstice d'hiver marque dans le même temps la nuit la plus longue de l'année. Donc autant te dire que la dynamique de l'obscurité, du sombre en opposition avec la lumière et à son paroxysme sur cette nouvelle lune et le solstice d'hiver qui vient juste après. Alors, en dehors de toute considération astrologique un peu trop technique, qu'est-ce que nous pouvons comprendre sur les énergies de cette nouvelle lune-là ? Elle est intéressante, elle a un certain nombre de produits, on va le dire comme ça, à nous proposer, à savoir que dans un premier temps, nous retrouvons quand même cette idée d'une Vénus en Sagittaire, d'un Mercure en Sagittaire, d'une lune noire qui est juste en train de passer la porte, lune noire moyenne qui est juste en train de passer la porte pour transiter du Scorpion au Sagittaire. Et puis nous avons quelque chose qui est plutôt très intéressant pour cette dynamique de nouvelle lune, Mars qui est pour l'instant au tout début du signe du Capricorne. Alors, nouvelle lune, de façon plutôt traditionnelle, on parle de nouveau départ. Mais le nouveau départ, nous n'y sommes pas encore vraiment. Hein, on le dit, on le répète depuis quand même pas mal de temps. On est sur des temps qui sont des temps de clôture. Et cette nouvelle lune, là, elle est comme un pas supplémentaire vers la mise en ordre de certaines choses. Et Mars en Capricorne nous indiquerait ici qu'il serait peut-être question de commencer à bâtir justement tout doucement, pas à pas, un nouvel espace, une nouvelle considération dans l'esprit justement de cette clôture. Alors sur quoi on s'appuie ? On s'appuie sur nos croyances personnelles, individuelles, éventuellement religieuses dans tout ce tempo-là. Qu'est-ce qu'on a envie de croire ? Est-ce que nos croyances rejoignent nos désirs avec cette Vénus en Sagittaire ? Est-ce que je suis en capacité de mettre mon désir au centre de mes croyances, comme pour aller stimuler une forme de loi de l'attraction ? Est-ce que je suis dans cet état d'esprit-là ? Est-ce que mon état d'esprit, incarné par Mercure, toujours en Sagittaire aussi, est dans une dynamique d'optimisme, d'enthousiasme ? Qu'est-ce que je peux ici faire pour valoriser la puissance en fait de cette énergie Sagittaire dans le même temps que cette nouvelle lune ? Où est mon degré de confiance aussi par rapport à moi-même, à ce que je suis en train de mettre en place, à ce que je veux matérialiser dans l'avenir pour moi, comment je compte déblayer un petit peu ce qui m'encombre aujourd'hui, ce qui peut être des obstacles, et comment je vais pouvoir aussi progresser vers un chemin qui me soit plus adapté, plus adéquat, en tout cas en plus grande reliance finalement avec ce que j'ai envie de croire et de voir se manifester dans ma vie. Donc il y a vraiment une grande puissance ici, une grande puissance qui n'est pas dans une instantanéité. Mais on peut trouver ici la force de tourner les pages pour justement aller suivre ce plus grand rêve, en fait, cette plus grande expression de nous, ce plus grand épanouissement personnel. Donc il y a quelque chose de super intéressant. Et dans le même temps, comme je te le disais il y a un instant, on est sur les tempos des nuits les plus longues de l'année. Les nuits les plus longues de l'année associées à cette nouvelle lune. Donc la nuit est noire, noire et obscure, obscure et sombre, comme auraient dit les inconnus, si ça te dit quelque chose. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup rire ce sketch-là quand c'était sorti. Donc dans cette nuit noire, obscure et sombre, qu'est-ce que l'on fait traditionnellement ? Eh bien écoute, au solstice d'hiver vont commencer les traditionnelles fêtes de Yule, une fête païenne, et du coup très ancienne, comme tu peux l'imaginer, qui dure 12 jours, qui commence au moment du solstice d'hiver. Et
Je vais passer en revue avec toi un petit peu toutes les symboliques qui sont autour de ces festivités, parce que ça va rejoindre aussi ce feu sagittérien de la croyance, de l'espérance, de la foi, de l'enthousiasme aussi qu'il y a derrière chez nous. Alors tu le sais sans doute, parce que je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais le reformuler de nouveau, mais à l'origine, avant que nous ayons le paysage religieux que nous avons aujourd'hui sous les yeux, les tempos étaient très organisés justement sur des temps reliés à la terre. Et la fête de Yule, bah, c'est la fête qui parle de la célébration, la fête du Hou, et le règne du Hou par rapport au chêne. Pourquoi ? Parce que si le chêne a perdu ses feuilles au 21 décembre, eh bien le Hou, lui, est en pleine floraison. C'est le moment où on voit ces baies rouges qui arrivent un petit peu partout sur ses branches, sur ses tiges. Et alors j'ai appris très récemment qu'en fait le Hou était une espèce protégée, tant elle est indispensable en fait au biotope de certaines forêts. Et elle est considérée comme étant menacée. Donc le Hou est en pleine protection en ce moment. Et je suis bien contente parce que j'en ai beaucoup chez moi, donc je vais tâcher de le protéger vraiment, vraiment, vraiment à fond. Ce Hou-là, comme le sapin, qu'on va retrouver aussi en archétype, qu'est-ce qu'il nous dit ? En fait, ce sont des végétaux qui sont persistants. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui reste vert dans cette saison de l'hiver, justement, c'est ce Hou, ce sont ces sapins qui nous parlent comme de l'idée que toute la végétation n'est pas complètement en dormance, que tout n'est pas mort en fait, que tout n'est pas fini. Et dans les archétypes qu'on retrouve aujourd'hui, quand on décore le sapin, ancestralement parlant, on décorait et on célébrait justement cette vie qui continuait, comme pour aller contrecarrer un petit peu l'impression de mort imminente, ou en tout cas de ce soleil qui se fait de plus en plus rare, en allant mettre en valeur ce qui est encore vivant et actif dans nos campagnes, dans nos forêts, dans notre environnement. Donc c'est de là que nous vient la symbolique du sapin de Noël. C'est les bronzes qui est encore vivant. Bon, nous, évidemment, dans le temps, on le coupe. Enfin, bon, bref, je ne vais pas insister trop sur les incohérences de notre époque. Mais enfin, bon, c'est quand même très paradoxal la manière dont on a transformé les choses ici. Mais c'est de là que vient le sapin. Donc, je trouve ça plutôt très intéressant. Et dans la continuité du sapin, on a cette idée de la bûche. Alors, dite bûche de Noël. Mais la bûche, elle est aussi utilisée dans le temps de Yule, dans le temps où on célébrait Yule, d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on va mettre dans le foyer de la cheminée la plus grosse bûche dont on dispose et qui va être censée tenir justement ces 12 jours de festivité de Yule. Et pourquoi est-ce que l'on fait ça ? C'est parce qu'on veut s'assurer que la lumière perdure à un endroit. On utilise ce feu de la cheminée, cette puissance d'une grosse bûche de Noël, pour être garanti que nous allons garder et chaleur et lumière pendant ces 12 jours. Donc c'est quelque part un temps de repos, parce que ça veut dire que si on a une bûche qui va tenir 12 jours dans la cheminée, eh bien on va faire moins d'aller-retour vers l'extérieur. On va rester très à l'intérieur. Parce que tu sais que traditionnellement, on ne stocke pas le bois à l'intérieur des maisons, on le stocke un petit peu plus loin des maisons, justement. Et qu'en temps classique et normal, il faut envisager de sortir plusieurs fois pour reprendre des bûches, pour les remettre dans le foyer, etc., etc. Là, la bûche de Noël, la bûche de Yule, elle est conçue pour limiter nos allers-retours vers l'extérieur, sauf pour aller se rendre visite les uns les autres, parce que c'est aussi, dans le même temps, un grand, grand moment de partage. Et un moment de partage un peu particulier, parce que ces opulences, ces abondances de nourriture que l'on peut voir aujourd'hui sur nos tables, ça déborde des supermarchés avec des propositions toutes plus selon comment on se place alléchante, et dans le même temps comme une forme de course aussi à la consommation qui est particulièrement marquée en ces temps-là. Eh bien, pourquoi autant de débauche de nourriture, même si nos anciens étaient beaucoup plus modérés que nous?
Eh bien, c'est parce que finalement, ces repas, ils résonnent un petit peu comme les derniers repas. C'est l'idée sous-jacente, c'est quand même un petit peu, on joue avec ce sombre, on joue avec cette noirceur de l'environnement, comme si on était un petit peu en train de flirter avec la mort. Alors pas avec notre mort, mais avec la mort de quelque chose, et notamment la mort du soleil. C'est pour ça que tout de suite après, quand on passe sur le 21 décembre, et quand on fait comme ça ces 12 jours de fête de Yule, on célèbre, on passe du ce flirt avec la mort pour aller célébrer le retour de la lumière avec la dynamique du Sol Invictus, le soleil invaincu qui recommence à croître au fur et à mesure. Alors moi je trouve que cette année elle est très très particulière et on se faisait la réflexion avec les enfants l'autre soir là en rentrant en voiture, on avait quelques kilomètres à faire. Je n'ai pas vécu la décroissance des jours du tout de la même manière. Il y a même eu des soirs, notamment des belles journées ensoleillées comme on les aime, hein, il y a même eu des soirs où j'ai eu l'impression qu'en fait, nous étions déjà en train de regagner de la clarté. C'était très curieux et je me suis fait la réflexion plusieurs jours de suite. Les enfants m'ont dit, mais oui, mais en fait, là, quand on est arrivé au collège, le soleil était déjà levé, alors que le jour d'avant, on ne l'a pas vu, etc. Bon, alors on est toujours à quelques minutes près hein, dans ces moments-là, donc je peux pas... évidemment, il y a un cycle astronomique, mathématique, calculé, qui nous dit que le soleil décroît, et il est hors de propos d'aller contre ça, mais subjectivement parlant, c'est comme si le soleil avait commencé déjà à être plus présent et plus lumineux bien avant le solstice d'hiver. Alors, je ne sais pas si tu as eu, toi, cette impression-là. Moi, en tout cas, je l'ai vécu fort et dans mon entourage aussi, on l'a vécu de façon assez forte et suffisamment interpellante pour se demander peut-être un petit peu ce qui se passait quoi, concrètement pour qu'on ait cette sensation-là, ce sentiment-là. Voilà, alors comment l'interpréter? Écoute, chacun verra midi à sa porte. Si tu as été traversé par les mêmes pensées que moi, moi je trouve que cette nouvelle lune et ce début de temps de Yule par le solstice d'hiver est porteur de quelque chose quand même d'assez intéressant. Il y a une énergie de libération très spécifique à une activation uranienne et dans le même temps aussi à cette énergie du Sagittaire hein, qui est friand de grands espaces, de voyages, de liberté. Hein, ça c'est vraiment quelque chose qui est très très marqué et marquant dans cette énergie du Sagittaire. Est-ce que nous avons été sensibles à ça et que ça a conduit notre observation dans ce sens-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé jusqu'à présent, en tout cas, que cette saison de bascule vers le solstice d'hiver était un petit peu moins sombre, justement, que ces dernières années. J'ai trouvé des choses avec un peu plus de vitalité que ces dernières années. N'hésite pas à me partager ton vécu, mais en tout cas, moi j'ai trouvé qu'il y avait, voilà, peut-être, est-ce que c'est cette énergie de clôture qui, du coup, plus on clôture des dossiers quelque part, plus le paysage s'allège et la vue s'éclaircit, parce qu'on débarrasse, hein, comme quand on fait un désencombrement de notre espace, hein, où tout d'un coup on voit plus clair, hein, ça éclaircit les pièces d'une maison, ça éclaircit l'étagère trop remplie d'un bureau. Est-ce que c'est l'activation de ce processus de clôture qui est en train aussi d'agir subjectivement sous notre œil? Je ne saurais le dire, mais en tout cas, voilà, c'est un constat particulier qui a été mené. Alors, processus de clôture oblige, avancement vers des nouveaux décors sociétaux, individuels, collectifs bien entendu. Bon, tu n'es pas sans savoir que la fronde gronde dans les espaces agricoles en ce moment. Voilà, relayée avec plus ou moins d'à-propos, correctement retransmise ou pas d'ailleurs. Enfin, on verra en temps et en heure comment les choses se seront caractérisées, nommées et définies. Mais bon, voilà, ça fait partie des points d'interrogation du moment. Ce retour du coup vers la Terre qui nous est imposé, et le 21 décembre, nous basculerons dans le signe du Capricorne. Donc c'est quand même super intéressant de retourner justement à cette énergie de Terre à cet endroit-là. Et dans ce qui est en train de se passer, là,
il y a quelque chose dans la puissance sagittarienne qui est aussi dans cette volonté un peu de casser des chaînes en fait, hein, de casser des schémas, de casser des croyances, de casser des limites, d'élargir nos frontières, d'élargir notre point de vue, d'élargir notre regard. Pas pour commencer quelque chose de nouveau là, maintenant, tout de suite, mais peut-être pour commencer à en avoir comme un petit teasing, un petit avant-goût. Et alors, avec toute cette belle liberté, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire en fait ? Comment est-ce que nous allons pouvoir évoluer ? Comment est-ce que nous allons pouvoir construire nos vies avec davantage de support, de satisfaction que ce que nous avons pu connaître ces dernières années, même on va parler d'années. Qu'est-ce qui va considérablement changer ma vie ? Et grâce à Mars en Capricorne, peut-être qu'il y a le début de l'élaboration d'une stratégie d'action. Peut-être qu'on est déjà en train de poser les premières pierres d'une étape en fait qui va nous permettre de faire, comme qui dirait, un peu table rase sur ce qui est maintenant obsolète dans nos vies. Alors ce qui peut être obsolète, mille choses, hein. Le boulot, les relations, certains objectifs, des logements. Qu'est-ce qui a fait son temps en fait ? Qu'est-ce qui est bon maintenant de mettre à distance de soi parce que l'énergie qui s'en dégage n'est plus du tout au service de notre croissance ? Qu'est-ce qui est bon de tenir loin ? Quels sont nos processus individuels qui clairement maintenant nous apparaissent comme étant visiblement des porteurs d'ennuis, des porteurs de problèmes. Dans quel piège sommes-nous tombés à répétition ces dernières années qui nous ont empêchés d'avancer ? Mais ça, c'est une question que je trouve très intéressante sur le plan introspectif parce que si on prend un peu de recul, et on a la possibilité de prendre du recul dans tout ce sombre qui nous permet une connexion très profonde à nous-mêmes, hein, c'est aussi tout l'intérêt de ce temps-là. Hein, quand je dis qu'avec la bûche de Yule, on ne sort pas beaucoup de chez soi, ça veut dire que on peut rester très connecté à son intériorité, hein, dans ce que l'on ressent. Il va être intéressant pour tout un chacun d'observer comment se passent les retrouvailles autour des fêtes de famille, qu'est-ce qui se manifeste, où est-ce que c'est agréable, où est-ce que ça picote, où est-ce qu'on peut vraiment être soi, où est-ce qu'on est obligé de s'arrondir, de se contorsionner pour que tout passe. Est-ce qu'on a la liberté de notre expression, la liberté de l'expression? Mercure en Sagittaire en face du Gémeaux risque peut-être de coincer dans son feu de discussion aussi. Donc la confrontation des croyances est aussi un objet du moment, un sujet du moment. Comment ça se passe et quelle observation pouvons-nous en faire finalement de cette période des fêtes de fin d'année? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous enseigne du processus d'obsolescence plus ou moins programmé qui vient jusqu'à nous depuis déjà quelques temps, mais qui se rend peut-être plus visible dans le creux de cette obscurité. Ça peut paraître paradoxal, et dans le même temps, il y a une logique implacable. Et vers quel chemin, du coup, allons-nous nous diriger? Est-ce qu'on va sortir de ces dynamiques de 12 jours de Yule en se disant « mais purée, mais ça, mais plus jamais, quoi. Plus jamais Tata Jacqueline au réveillon, plus jamais telle dynamique, plus jamais ci, plus jamais ça. Est-ce qu'on va regarder les choses dans cet angle-là ou est-ce qu'on va au contraire se réengager parce que ben voilà, les choses ont changé et évolué et nous sont aujourd'hui plus alléchantes. Bon, affaire à suivre. Ou est-ce que nous allons aussi poser des limites éventuellement dans nos schémas de fonctionnement? Qu'est-ce qui a fait son temps, vraiment? Qu'est-ce qui a fait son temps? Et c'est pas une clôture triste, hein, c'est ça aussi sur lequel je voulais insister. C'est pas une clôture triste, c'est une clôture vibrante. C'est-à-dire que peut-être que pour la première fois que ces processus de clôture ont été enclenchés, ici, terminer des choses, ça a du sens. Ça a un sens puissant et enthousiasmant. C'est-à-dire qu'on a d'habitude cette facilité à voir ce qui est en train de partir et à assez peu discerner ce qui est en train de venir. Là, même si on ne discerne pas ce qui est en train de partir, de venir de façon claire et nette, on est déjà quand même en train de concevoir la place que ça nous laisse.
et que dans cette place vide, on va pouvoir y mettre un certain nombre de choses. Donc c'est quand même assez excitant en même temps. Il y a ce petit challenge, un petit goût du risque. Qu'est-ce qui va se passer si je me défais de ça ou ça? Qu'est-ce qui va se passer dans mes nouvelles prises de responsabilité? Parce que Mars en Capricorne agit de manière responsable, prudente, organisée. Peu discutable hein, néanmoins, parce que Mars en Capricorne, il y a une énergie d'armée qui est quand même par ici. Qu'est-ce qui se joue ici, qui est en train de m'ouvrir comme un plan, un déroulement de plan un peu stratégique, parce que on raisonne comme ça. Et quel est l'enjeu de mon territoire, et peut-être même si on peut le discerner, quel est le territoire en question? Est-ce qu'il est question d'un territoire professionnel? Est-ce qu'il est question d'un territoire individuel, justement, peut-être lié à nos croyances, qui est des besoins de revendication ou de se mettre en phase avec ce que l'on croit, d'aligner notre dynamique matérielle et concrète à nos pensées. Et peut-être qu'il y a ce besoin-là de se remettre davantage en congruence même avec ce qui nous anime intérieurement. Notre âme hein, peut se faire vraiment entendre par des suggestions ou des oppositions à l'intérieur de nous. Observons du coup aussi la manière dont notre corps réagit. Avons-nous des douleurs à droite à gauche? Avons-nous des petits virus qui traînent? Qu'est-ce que ça signifie? Ça peut être intéressant de faire un petit peu de décodage. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'abstenir de tout traitement pour autant, mais aller mettre du sens, justement, cette quête de sens qui nous anime tellement, et raccorder peut-être nos plans d'action au sens profond que ça a. Un sens qui, du coup, peut mettre, évidemment pas dans l'instantanéité de la nouvelle lune, hein, mais qui peut mettre quelques jours, quelques semaines à se révéler, à se rendre concret, un peu comme un fil d'Ariane que l'on pourrait suivre. Un sens qui peut être en première intention assez peu lisible. C'est-à-dire que quelle est notre capacité à mettre des mots sur la cohérence entre nos actions et nos croyances? Il y a un fil. Il y a un fil doré qui relie tout ceci et qu'il sera bon d'observer, de contempler et ensuite peut-être de s'y arrimer pour garder justement notre capacité d'application de nos valeurs. Sur le groupe WhatsApp là, des apéropapotes, j'ai laissé un vocal sur cette idée de terrasser le dragon, parce que lors du dernier apéropapote où on parlait justement de la saison des miracles, hein, j'ai levé un peu le voile sur les énergies du début de l'année 2026, hein, de janvier à mars, assez rapidement. Et quand j'insistais sur le fait que cette clôture d'année civile n'était pas une clôture en tant que telle, mais peut-être le préalable, le préambule à une clôture peut-être plus nette, plus franche, en tout cas plus observable, les personnes qui étaient là à l'apéro-papote me disaient, mais alors du coup, là, Virginie, explique-nous qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment, parce que là, tellement l'impression d'avoir clôturé, de chez clôturé toute cette année 2025. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à clôturer là? Parce que bon, tout le monde était un petit peu fatigué de ce principe de clôture et tout le monde était en appel et en attente de ce renouveau. Et je disais qu'en fait, on était un petit peu dans une dynamique de terrassement. Et quand j'ai parlé de ça, je voyais l'idée de terrasser un terrain, de l'aplanir, pour pouvoir ensuite permettre une nouvelle construction. Et que du coup, les espaces de clôture qu'on avait pu faire jusqu'à présent, ça allait être, par exemple, d'enlever les vieilles pierres d'une ancienne construction qui ne servait plus, d'aller enlever peut-être un buisson d'épineux qui ne se trouve pas à la bonne place par rapport à l'endroit où on veut placer la maison, etc., etc. Ah bon, mais on terrasse combien de temps? Je dis, en fait, dans le terrassement, il y a quand même 2 temps. C'est-à-dire qu'on aplanit le terrain, donc il y a cette idée de rendre les choses planes, cette idée de terrasser, d'enlever tout obstacle, en fait, à la nouvelle construction. Mais il y a une étape dont on parle quand même assez peu, qui est l'étape de laisser la terre se reposer. Laisser la densité du sol se remettre en place avant d'y construire quoi que ce soit. Et on est à mi-chemin entre terminer le terrassement tel quel et ce temps de repos indispensable à la terre
avant de pouvoir remettre quelque chose. Alors, il y a des sols qui sont plus faciles à, à repositionner que d'autres, hein. Évidemment, le sable, par exemple, va mettre du temps à se densifier, à reprendre une forme de structure un peu compacte et suffisamment solide pour qu'on puisse y construire quelque chose. Par contre, après, voilà, si on est sur du granit, admettons qu'il ait fallu quand même casser un petit peu le granit en quelques endroits, bah oui, c'est sûr que ça va plus vite reprendre sa place, le poids de la matière faisant aussi les choses pour nous. Mais il faudra penser à ces bulles d'air qui sont de ça, de là, et qui vont avoir besoin aussi peut-être de s'échapper de la structure matérielle en tant que telle. Et dans cette idée du terrassement, je me suis servie aussi de l'archétype de l'archange Saint-Michel, l'archange Michael, qui est représenté dans les 3 grandes religions monothéistes, comme les 2 autres archanges aussi, hein, Gabriel et Raphaël, hein, qui sont aussi représentés dans les 3 grandes religions monothéistes, qui terrassent le dragon. Et terrasser le dragon, j'insistais sur ce point, ce n'est pas le tuer en fait. Terrasser le dragon, c'est le tenir tranquille. Terrasser le dragon, c'est avoir, dans la profondeur de cette nuit du solstice d'hiver, une claire conscience de nos vulnérabilités, de nos failles, de nos zones de corruption, à quoi nous sommes sensibles, qu'est-ce qui pourrait nous détourner de notre projet, qu'est-ce qui nous attache encore au dossier que nous voudrions clôturer. Et d'une manière un peu taquine, je disais, bah voilà, on laisse ça en paix. On a cette clarté pour se voir faire, être encore peut-être sensible à certaines zones de séduction et néanmoins tenir le coup et ne pas y retourner. Alors évidemment, hein, à l'aune de ce Mercure rétrograde qui vient juste de sortir de sa zone d'ombre, oui, il y a pu avoir des flashbacks, des comebacks même, d'ex en tout genre, ex-relations sentimentales, ex-relations amicales, ex-profession, ex-boulot, etc., etc. Est-ce qu'on a été reséduit et auquel cas est-ce que l'histoire a encore quelque chose à nous dire? Ou est-ce que nous savons déjà, pragmatiquement, avec lucidité et clairvoyance, est-ce que nous savons déjà que l'histoire nous a dit tout ce qu'elle avait à nous dire? À quoi sommes-nous sensibles dans cet élan de séduction? À quel élément de sécurité éventuellement prêtons-nous le flanc, prêtons-nous l'écoute? Et c'est là où il y a cette histoire de force intérieure, d'alignement intérieur, de correct, comment dire, de détermination, hein. Mars en Capricorne, hein, il y a de la détermination ici, hein, pour tenir son cap et peut-être, comme on le discerne plus l'espace qu'on va avoir le cran aussi de se dresser correctement vers un renouveau. Et puis cette confiance, hein, de savoir que quand quelque chose part, c'est pour laisser la place à autre chose aussi. Alors quoi? Eh ben, on le verra en temps et en heure, hein, parce que nous allons avoir beaucoup de surprises, je pense. Des bonnes comme peut-être des qui vont pas nous faire rigoler tout de suite, mais il y a des surprises, à venir. Et gardons cette idée, hein, que j'ai pu évoquer dans certains podcasts précédemment, que la confiance, quoi, la vie nous honore à un endroit ou à un autre. Et nous sommes tous en capacité de nous rappeler des moments de nos vies où on a vu des choses arriver comme des catastrophes. Et au final, avec du recul, quelques années plus tard, on se dit non mais vraiment, ça avait l'air d'une catastrophe et en fait ça m'a permis plein de choses que je n'aurais jamais soupçonnées. Voyons voir ce que tout ceci nous propose et là où tout ceci nous emmène. Quoi qu'il en soit, d'excellentes fêtes de fin d'année à tous, d'excellentes fêtes de Yule. N'hésitons pas à mettre beaucoup de lumière, beaucoup de guirlandes lumineuses, beaucoup de bougies, beaucoup de chandelles dans nos intérieurs. N'hésitons pas à aller honorer comme ça ces temps sombres avec une clarté qui nous honore et qui sera au juste regard et juste vertu finalement de notre travail de l'ombre que nous sommes en train de faire. Et je rappelle ici que le travail de l'ombre, tel qu'on l'appelle, est un travail qui est ici
pour mettre de la lumière, pas pour aller se plonger dans des profondeurs sombres et effrayantes et angoissantes. Non, non, le travail de l'ombre, c'est un travail d'éclairage, de prise de conscience et de prise de connaissance. Donc, bon boulot introspectif à tous. Je t'embrasse bien fort. Bye bye.